Vous en avez déjà entendu parler, vous savez que ça a été une pièce majeure dans l'histoire de l'informatique, mais vous ne comprenez pas pourquoi? Voici l'histoire du Commodore 64 en 3 minutes. Avant que le PC standardise l'apparence et le fonctionnement de l'ordinateur personnel, il y a eu plusieurs tentatives de tirer la couverture chacun de son côté. Atari 800, Apple II, IBM PC, toutes des tentatives pour conquérir le public. Revenons un peu dans le passé. En 1955, Jack Tramiel fonde une entreprise d'importation de machines à écrire qui s'appelle Commodore Business Machines. Dans les années 70, il se lance dans les calculatrices et s'approvisionne chez Texas Instruments pour les pièces. Mais quand Texas Instruments va se lancer elle-même dans le marché des calculatrices, leurs prix sont tellement bas que presque tous les concurrents sont acculés à la faillite. Commodore doit se trouver un nouveau partenaire et en 1976, MOS Technologies, qui vient d'inventer le processeur 6502, devient propriété de Commodore. Le 6502 est un succès phénoménal et sera utilisé dans des dizaines d'ordinateurs et de jouets, dont la NES en 1985. Chuck Peddle, le concepteur du 6502, explique à Tramiel que les calculatrices, c'est du passé et que l'avenir, c'est dans les micro-ordinateurs. En 1977, le Commodore PET 2001 va naître de cette conversation-là, machine qui aura un grand succès dans les milieux scolaires. En 1980, on lance le Commodore VIC-20 et 2 ans plus tard, une version améliorée du VIC-20, le Commodore 64. L'avantage d'être le manufacturier de tes propres processeurs, ça reste que tu les achètes au cost, contrairement à Atari ou Apple qui achetaient leur 6502 au prix du marché. Ça donne aussi que le Commodore 64 est disponible avec 64 kilo-octets de mémoire vive, ce qui est énorme pour l'époque, à 595 $. Ses concurrents comme l'Apple II coûtaient 2 ou 3 fois plus cher pour moins de mémoire. Évidemment, quand tu as un bon produit à un excellent prix, ça donne un bon avantage concurrentiel. Mais d'autres facteurs ont joué en faveur de Commodore. Premièrement, l'ordinateur se vendait dans des magasins grande surface comme Sears ou Eaton et dans des boutiques de jouets plutôt que dans des boutiques d'informatique spécialisées. Rappelons-nous qu'au début des années 80, l'informatique c'est nouveau, alors ça contribue pour beaucoup à apprivoiser la bête si t'es pas obligé d'aller dans une boutique spécialisée que tu ne comprends pas pour être capable de poser des questions sur un ordinateur. Ensuite, c'est une machine hybride. Les parents achetaient le Commodore 64 pour faire des devoirs, pour apprendre la programmation via le langage BASIC. Mais les enfants, apprenaient le BASIC aussi, mais savaient que pour jouer à des jeux vidéo, ça le fait quand même pas pire. Surtout quand on n'a pas besoin de s'acheter un moniteur cher pour aller avec l'ordinateur. La machine se branchait directement dans une télévision, ce qui a permis au Commodore 64 de laisser une trace permanente dans l'histoire de l'informatique. En plus de son processeur très performant, le Commodore 64 possédait 2 puces qui ont fait avancer de beaucoup l'industrie du jeu vidéo. La puce VIC-2 gérait le côté graphique. La gestion des objets mouvants à l'écran, les sprites, et le défilement de façon fluide ont enfin permis des jeux qui ressemblaient aux bornes d'arcade, mais à la maison. Le SID 6581, c'est une des puces les plus célèbres de l'histoire de l'informatique. C'était un synthétiseur musical à l'intérieur d'un ordinateur. Il y a des compositeurs comme Rob Hubbard ou Martin Galway qui ont créé des musiques tellement complexes qu'elles sont encore remixées aujourd'hui. Aussi, comme les jeux étaient sur des cassettes ou des disquettes faciles à copier, le piratage, il y en avait beaucoup. Les hackers qui craquaient les jeux ajoutaient une petite intro visuelle et musicale au début pour signer leur exploit. Il y en a d'autres qui programmaient des démonstrations de prouesses techniques visuelles et musicales pour impressionner puis dire « Regardez ce que j'ai réussi à faire à l'ordinateur ». C'est comme ça qu'est née la Demo Scene, une sous-culture artistique numérique encore active en 2026. Le Commodore 64 a aussi formé la première grande génération de développeurs européens. Des studios comme Rare qui a fait GoldenEye sur la Nintendo 64, Rockstar North connu pour Grand Theft Auto, Ubisoft, ça a toutes des racines qui puisent directement dans le codage sur la Commodore 64. La machine a prouvé que l'ordinateur personnel, c'était pas juste un outil de bureau plate, mais un centre de divertissement au complet. Le Commodore 64 a non seulement survécu jusqu'en 1994, une longévité déjà incroyable pour une machine 8 bits, mais depuis 2026, on peut acheter le Commodore 64 Ultimate. C'est pas une émulation d'ordinateur, c'est un vrai Commodore 64 avec des composantes actuelles, dont des prises USB, une prise HDMI et le Wi-Fi, compatible avec presque 100% du matériel et des programmes de 1982. Le Commodore 64 n'a pas juste lancé des jeux, il a lancé des carrières. Si vous jouez à des jeux vidéo aujourd'hui, c'est un peu grâce à cet ordinateur-là qui était tout sauf beige. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Et fun fact pour terminer, le Commodore 64 était tellement robuste et fiable qu'en 2016, on a découvert qu'un garage en Pologne s'en servait encore pour équilibrer des arbres de transmission dans des voitures. Et il fonctionnait depuis plus de 25 ans sans interruption.